Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Donc nous étions dans la méthode des perturbations et nous allons voir ce que cela donne dans le cas de l'effet Zeeman et de l'effet Stark. Alors qu'est-ce que c'est que l'effet Zeeman et l'effet Stark? Alors lorsque l'on applique un champ magnétique à un atome, cela modifie l'état de l'atome. C'est ce qu'on appelle l'effet Zeeman. De même, si on applique un champ électrique à un atome, on modifie l'état de l'atome, c'est ce qu'on appelle l'effet Stark. Cet effet est connu de longue date. Déjà à l'époque, au 19e siècle, lorsque les physiciens avaient mis au point les méthodes de spectroscopie pour étudier les atomes, ils ont vite découvert que lorsque l'on avait un champ, donc on observait un spectre donné pour un atome, ils ont vite découvert qu'en appliquant un champ magnétique, le nombre de rayons spectroscopiques qui étaient observés augmentait. Et que l'écart entre les lignes était proportionnel au champ magnétique appliqué. Un effet analogue a été découvert lorsque l'on appliquait un champ électrique, avec d'ailleurs dans ce cas-là des rayons beaucoup plus complexes, appelés forêts de Stark. Évidemment, au 19e siècle, ils ne pouvaient pas comprendre ce qui provoquait ce phénomène. Ce n'est qu'avec l'arrivée de la mécanique quantique que cela a été possible. Donc, considérons d'abord l'effet Zeeman. On applique un champ magnétique H, ne pas le confondre avec l'hamiltonien, et on va calculer son effet sur l'électron. Alors, ici, nous ignorons l'effet sur le spin, puisque chaque électron a un petit moment magnétique dû à son spin. L'effet est d'ailleurs aussi important que celui que nous examinons ici. On ne peut normalement pas négliger. Mais ici, pour simplifier, nous n'aborderons pas le spin. Donc, on a un champ magnétique qui est appliqué, et cela conduit à un H', donc à une perturbation de l'hamiltonien, qui est donnée par E, la charge électrique, de mu C, c'est la vitesse de la lumière, bien sûr, fois HL, plus E carré sur 8 mu C carré, fois H carré, R carré, sinus carré, θ. Alors, en coordonnées polaires, Rθ, H ici est le champ magnétique par l'hamiltonien. C'est un vecteur, donc on devrait l'écrire en gras, mais avec un marqueur, ce n'est pas très facile. Et L est le moment magnétique, est le moment angulaire, donc le moment angulaire orbital de l'électron dans l'état où il se trouve. Et puisque nous travaillons au premier ordre de la théorie des perturbations, on peut considérer que le champ magnétique est faible, et donc que la valeur en H carré est très petite. Et donc, on considère seulement ce terme-là. Après quelques calculs, qui ne sont d'ailleurs pas très difficiles, on obtient W1 égale MH', est égal à E sur 2 mu C fois H fois M fois H bar. H toujours le champ magnétique ici, et M ici est le nombre quantique magnétique. C'est d'ailleurs pour ça qu'il fut appelé mon nombre quantique magnétique. C'est parce qu'il s'agissait d'une quantification des rayons supplémentaires qui apparaissaient lorsqu'on appliquait un champ magnétique. Ça veut dire aussi que la dégénérescence des états quantiques est en partie levée. Donc pour un N, un nombre quantique N et un nombre quantique L donné, on a 2L plus 1 états possibles selon la valeur de M. Et avec ce petit terme supplémentaire, ces états ont une énergie différente, et l'état, les valeurs différentes de l'énergie de ces différents états conduit à une démultiplication
des rayons spectroscopiques. On peut de même appliquer un champ électrique. Alors, dans ce cas-là, pour simplifier, on choisit l'axe Z des coordonnées aligné avec le champ électrique. On obtient ainsi E fois Z. Le grand E ici, c'est le champ électrique, pas l'énergie. Ou en coordonnées polaires, R fois cos θ. Alors, la particularité de cet hamiltonien, c'est que sous le renversement des coordonnées, il est impair. Ça veut dire que si on calcule la valeur moyenne de tout H', de tout état, celui-ci donne 0 si l'état a une parité bien définie, pair ou impair. Donc, dans ce cas-là, l'effet Stark est nul, au moins au premier ordre. Ainsi, pour n égale 0, nombre quantique n égale 0, il n'y a pas il n'y a pas d'effet Stark au premier ordre. Par contre, pour n égale 1, on a 4 états possibles, 0, 0, 1 pour le nombre L et le nombre M, 1, 0, 1, 1 et 1, moins 1. De plus, on vérifie facilement que Lz, le moment cinétique orbital, le moment angulaire orbital, selon l'axe Z, commute avec l'hamiltonien. C'est quelque chose que nous avions d'ailleurs déjà vu. Et avec un petit calcul, on en arrive à ce que mj moins mk fois h bar, donc en utilisant cette relation de commutation, on obtient que jh' k égale 0. Ceci est la relation de commutation Lz H' ici. Et donc, le coefficient ici ne peut être nul que si mj est différent de mk. Donc, on ne peut avoir d'effet Stark qu'avec une combinaison d'états avec des valeurs de m différentes et de parités différentes. Sinon, on aurait une parité bien définie. Après examen, il ne reste plus grand-chose. Il y a l'état 1, 0, 0, 0, ou l'inverse. Et après calcul, il donne moins 3 E, charge électrique, champ électrique, fois A0, le rayon de bord. Ce qui donne l'effet Stark. Donc, un atome n'aura un moment électrique dipolaire, donc une dispersion de la charge plus-moins, qui lui permet d'interagir avec le champ électrique, avec une asymétrie des charges électriques, n'aura un moment dipolaire seulement si l'état est non dégénéré, mais de parité non définie, ou si l'état est dégénéré et avec des parités opposées pour les différents états. En particulier, l'opérateur d'inversion pour la parité, d'inversion spatiale, commute avec les hamiltoniens. C'est une propriété générale
des atomes, des particules, les interactions électromagnétiques, les interactions nucléaires aussi d'ailleurs, et même la gravité, la parité est une symétrie. La seule exception, c'est l'interaction faible, responsable de la désintégration bêta. Mais pour un atome normal, régi par les forces électromagnétiques, électrostatiques entre le noyau et ses électrons, l'opérateur d'inversion spatiale commute avec l'hamiltonien. Et donc il conduit à des états de parité définie. Ça veut dire que, et quand on examine le spin, on trouve la même chose. Et donc, en prolongeant cet argument, ça montre que un atome, une particule, peuvent avoir une charge électrique, un moment magnétique dipolaire, un moment électrique dit quadrupolaire, plus complexe, mais jamais de charge magnétique, de monopôle magnétique, de moment dipolaire électrique, spontané, ou de moment quadripolaire magnétique. On a une belle symétrie là. Pour avoir un moment dipolaire électrique, donc un effet Stark, il faut soit des états excités, ou des asymétries, par exemple dans les molécules, la molécule HCl fait que le partage des électrons n'est pas tout à fait symétrique et on a apparition d'une charge électrique de part et d'autre et donc d'un moment électrique dipolaire. Un autre cas, c'est aussi quand le champ électrique est beaucoup plus fort, là on quitte la théorie des perturbations, si le champ électrique est beaucoup plus fort, cela peut déformer les orbitales des électrons et provoquer l'apparition d'un champ électrique dit induit. Voilà pour la théorie des perturbations. Alors, dans la prochaine vidéo, nous introduirons une autre méthode d'approximation utile, appelée méthode des variations. Je vous remercie.